Bonsoir, nous sommes ici dans ce magnifique musée des Beaux-Arts de Rouen pour le débat de l'entre-deux tours afin de conquérir la mairie de la capitale régionale. Alors, nos invités tout de suite et par ordre alphabétique. Tout d'abord, Jean-François Bure pour l'UMP, l'UDI, le MoDem et les divers droites. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Guillaume Penel, Rouen Bleu Marine, c'est le Front National. Bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, Yvan Robert pour le Parti communiste, le PS, les divers gauches et Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de rentrer dans le vif du débat, nous allons rappeler les scores de ce premier tour. Tout d'abord, nous avons Yvan Robert qui arrive en tête pour le Parti socialiste et le Parti communiste avec 30,24%, devant Jean-François Bure pour l'UMP 23,39%, Patrick Chabert pour l'UDI avec 13,62%, Guillaume Penel donc pour le Front National avec 13,38%. Ensuite, arrivé Jean-Michel Bérégovoy, Europe Écologie Les Verts avec 11,09%. Puis Raphaël Brangier, plusieurs formations de gauche, du Front de gauche, 5,33%. Clément Lefebvre, NPA, 1,93%. Et Frédéric Podguzer, Lutte ouvrière, 1,03%. Alors, pour bien préciser le débat, nous avons fait un tirage au sort et c'est Yvan Robert qui commencera et c'est Jean-François Bure qui clôturera cette émission. Alors, pour commencer, Yvan Robert, le taux d'abstention à Rouen était presque de 50%, 47 quelque chose. Donc, c'est énorme quand même comme taux d'abstention. C'était contre le Parti socialiste? C'est pas contre le Parti socialiste, c'est effectivement un taux élevé. Et nul ne peut se satisfaire d'un tel taux d'abstention. Alors il a certainement plusieurs causes, dont des causes, il ne faut pas le nier, d'insatisfaction, de mécontentement, pas particulièrement pour le Parti socialiste localement. Il y a des éléments de politique nationale, parce qu'on retrouve cette abstention dans de très nombreuses villes en France. Donc il y a une dimension collective, du mécontentement, de l'impatience aussi, parce que il y avait une telle attente de changement que cette attente génère de l'impatience. Mais en même temps, c'est une donnée. Et il n'y a pas que cela dans le bilan du premier tour. Ce bilan du premier tour, la liste que je conduisais est en tête du premier tour. Et le rassemblement que je conduis pour le second tour est, les chiffres additionnés des deux listes qui se sont rassemblées, est aussi en tête pour se préparer au deuxième tour. Donc c'est un élément important à l'heure présente. Alors il y a dans l'histoire des élections en France plusieurs cas de figure où une majorité en place pour des élections locales ou régionales était, on va dire, un petit peu mal partie au premier tour et a réussi à inverser la tendance entre le premier et le deuxième tour. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies à l'heure actuelle pour que ça puisse se passer ainsi? On a quand même tendance à penser que beaucoup d'abstentionnistes étaient des gens qui votaient pour votre camp. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes, et on le voit bien, y compris à Rouen, sur des bureaux qui votent traditionnellement à gauche, où il y a plus d'abstention que dans d'autres. Et je pense que, en tout cas, c'est ce que nous avons fait toute la semaine, c'est leur expliquer qu'on les a entendus, qu'on a entendu ce cri de difficulté, ce cri de mécontentement, voire parfois ce cri de colère, et que, en tout cas, la politique que nous menons localement, dans tous les domaines, est une politique qui contribue notamment à développer l'emploi, à se battre pour l'emploi. C'est ce que nous faisons tous, les uns et les autres, je veux dire, du niveau national au niveau local. C'est la priorité des Français, c'est la priorité de l'action politique. Et donc, c'est important de l'entendre, c'est important d'agir, et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous allons continuer à faire. C'était, je veux dire, le fait qu'ils aient voulu nous le dire mérite d'être entendu, et c'est ce que nous faisons, bien entendu. Bien, Guillaume Penel, 13,38%. Là, l'abstention, vous ne la voyez pas. Enfin, il n'en demeure pas moins que le Front National est peut-être le parti aujourd'hui qui peut ramener les électeurs vers les urnes. Et on l'a vu dans les quartiers populaires, où on réalise des scores particulièrement élevés. Je pense dans les Hauts-de-Rouen, ou dans certains bureaux de vote, on dépasse les 25%, ou aussi sur la rive gauche, où il n'est pas rare de voir la liste de Rouen Bleu Marine arriver en deuxième position à plus de 20%. Et effectivement, les catégories populaires s'abstiennent. Mais pourquoi s'abstiennent-elles? Parce qu'il y a une véritable défiance vis-à-vis du monde politique. Pour ceux qui sont au pouvoir, pour ceux qui gouvernent depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, conjointement le parti socialiste, le parti de M. Hollande, et le parti
de M. Bure, l'UMP, le parti de M. Copé. Donc c'est une véritable défiance vis-à-vis du monde politique, une incompréhension aussi peut-être. Beaucoup sont déçus de la politique clairement de François Hollande, mais ils l'avaient déjà été déçus de la politique de Nicolas Sarkozy. On se souvient qu'en 2008, le taux de participation lors de ces élections municipales avait déjà été, notamment en grande ville, particulièrement bas, et c'était l'époque de Nicolas Sarkozy. Bon, il n'en demeure pas moins que le Front National a peut-être cette capacité à ramener les abstentionnistes vers les urnes dimanche prochain, partout en France. On l'a vu, et c'est un défi de chaque jour, c'est un défi que l'on mènera dans les prochains mois et les prochaines années. Le Front National a cette capacité aujourd'hui à ramener les électeurs vers les urnes, je le crois. Jean-François Bure, vous espérez convaincre une partie des abstentionnistes, vous en aurez en tout cas besoin dimanche prochain. Oui, bien sûr. On est tous conscients du découragement en fait et du message qui a été envoyé, message qui a été envoyé prioritairement à la gauche. Et clairement, nous sur Rouen, on veut mobiliser notre camp qui a subi quelques revers ces dernières années et qui aujourd'hui reprend espoir. On voit bien que la participation dans certains bureaux est tout à fait acceptable et qu'il faut continuer à pousser cet avantage réellement si les Rouennais veulent un nouveau destin, un nouvel élan et retrouver leur fierté dans les années à venir. Il y a des abstentionnistes de droite ? Oui, absolument. On n'a pas un camp qui se mobilise facilement. Et quand on a subi un certain nombre de revers, ils ont du mal à se dire que voilà, c'est possible. Aujourd'hui, le message qui a été passé dimanche soir, c'est que notre camp peut gagner à Rouen. Et donc, ça va vraiment dans le bon sens. Et dans tout le travail qu'on fait depuis lundi, on le sent bien. On est très, très bien accueillis. Alors, on peut dire que vous étiez parti, non pas divisé, mais sur deux listes complémentaires. Vous vous êtes retrouvés naturellement ? Oui, dès lundi, en fait, on a fait ce rassemblement qui était attendu et qui est aussi un réservoir de voix potentiel, puisque dans notre électorat, certains attendaient de savoir lequel serait en tête et surtout quelle attitude nous aurions dans l'entre-deux tours. Et le message fort que nous avons fait passer, c'est que toute la droite et le centre sont rassemblés aujourd'hui, conscients des enjeux, qu'il n'y a pas de problème d'ego et que la dynamique est clairement de notre côté. Est-ce que ça n'a pas été finalement un combat difficile, dans le sens où le Parti socialiste et d'une manière générale la gauche a tenté, à juste titre, de localiser les enjeux de ces élections municipales, qui sont, il faut quand même le rappeler, les élections dont on dit, avec les élections présidentielles, qu'elles concernent le plus directement les électeurs, et puis peut-être aussi, pardonnez-moi de le dire, un manque de notoriété des deux listes à droite, ce qu'il a peut-être fallu compenser. Est-ce que vous avez eu le temps de faire tout ça ? Oui, on a travaillé 7 mois, 7 jours sur 7, conscient justement qu'il y avait ce travail à faire. On ne peut pas à la fois incarner du renouvellement et avoir une expérience de 20 ans et avoir mené de nombreux combats électoraux. Donc ce défi-là, on l'a mené jour après jour et il a porté ses fruits très clairement. Yvon Robert, vous avez retrouvé Europe Écologie Les Verts aussi dès lundi, c'était naturel ? Dès dimanche soir d'ailleurs. Dès dimanche soir. En fait, nous avons fait deux campagnes séparées, mais distinctes. Mais nous avons toujours su, parce que, je veux dire, nous travaillons ensemble et pendant toutes les 6 années de ce mandat, ça a constitué une majorité avec des hauts, des bas, des difficultés, ça comme dans tout groupe. Mais la majorité ne s'est jamais défaite. Et donc, nous nous connaissons bien, nous travaillons bien ensemble. Et donc, nous avions décidé de faire, les Verts souhaitaient faire une campagne autonome. Nous avons respecté ce choix et dès dimanche soir, nous nous sommes retrouvés. Nous nous sommes retrouvés sur la base de la connaissance que nous avons l'un de l'autre, de la connaissance de nos programmes, de la connaissance de nos souhaits, des thématiques sur lesquelles nous avons les uns et les autres envie de travailler davantage. Et donc, dès dimanche soir, nous avons conclu qu'il n'y avait aucun problème, notamment à faire une conférence de presse pour présenter l'accord et la conclusion et la liste dès lundi après-midi. Vous pensez que les électeurs comprennent ça facilement ? On fait campagne séparément et puis du jour au lendemain, on s'unit ? Je pense que les électeurs comprennent à partir du moment où nous avons dit depuis le début que nous nous retrouverions, que nous étions dans une majorité, que c'était important. S'il y avait qu'un seul parti, je veux dire, on n'aurait pas il y a plusieurs opinions à gauche comme il y a plusieurs opinions à droite, et donc c'est important que les citoyens puissent choisir. Donc ils ont choisi, mais quand ils choisissent soit la liste que je conduisais, soit celle que Jean-Michel Bérégovoy conduisait, je veux dire, l'essentiel des électeurs savent très bien
que nous allons nous retrouver. Et donc ils font un premier choix et il y a un rassemblement. Et ce premier choix, il est important pour partager les opinions des citoyens. Vous dites qu'il y a eu des hauts et des bas pendant la dernière mandature, ce qui n'est pas faux, bien évidemment, puisque les écologistes avaient des postes de maire adjoint qu'ils ont perdus en cours de route. Alors bon, ça n'a pas quand même non plus toujours été très facile. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la lune de miel? C'est parce que ils sont d'abord restés dans la majorité, et donc dans le cadre de cette majorité, nous n'avons jamais cessé de travailler ensemble. Ils étaient moins actifs quand même. Non, nous n'avons jamais jamais cessé de travailler ensemble, jamais cessé de nous rencontrer très régulièrement et de faire le point sur nos idées, nos intentions, nos projets. Et par ailleurs, lisez attentivement les documents, ce que j'ai fait personnellement. Je veux dire, il y a de très grandes convergences et ils sont très complémentaires. Donc il n'y a eu aucune difficulté. Et moi, j'étais depuis le début dans cet état d'esprit-là, sans aucun problème, avec la volonté d'aboutir de toute façon à un accord. Et c'est à partir du moment où nous avions mis en place les règles du jeu, et notamment dans le cadre du nombre d'élus sur chacune des deux listes et du nombre d'adjoints dans l'équipe future, il n'y avait aucun problème pour conclure. Guillaume Penel, vous n'avez pas de problème d'accord à signer. D'un autre côté, pour gagner une ville aujourd'hui, un parti tout seul a des difficultés. Avec 13%, peut-être 14%, quel va être votre rôle dans un futur conseil municipal, parce que vous aurez des élus? Une véritable force d'opposition. Mais je vais y revenir, mais je voudrais quand même dire un petit mot sur ces drôles de rassemblements qu'on a assistés, notamment entre l'UMP et l'UDI, qui se sont fait une guerre interne particulièrement violente ces derniers mois. Et là, on nous explique que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est oublier les insultes sur les réseaux sociaux. C'est aussi les raisons pour lesquelles le Front National est la force incontournable. Encore un petit mot quand même sur ce rassemblement où la candidature de l'UMP a été téléguidée du Havre par M. Antoine Ruffnac, et je pense que les téléspectateurs sont intéressés de savoir ça, pour détruire l'UDI à Rouen, tout simplement, pour détruire l'UDI. La mairie n'intéresse pas l'UMP. L'UMP joue peut-être le coup d'après. Mais M. Ruffnac est venu faire sa loi dans le centre de ville de Rouen, ce qui a laissé des traces. Comment ces gens vont-ils travailler ensemble dans l'opposition? Comment ces gens vont-ils travailler s'ils gagnent la mairie? Comment vont-ils faire? Ils ont du mal à se parler pendant 6 mois et maintenant ils se reparlent. Donc étrange rassemblement. Le Front National propose, lui, un rassemblement tout simplement avec les Rouennais. Nous sommes devenus une véritable force politique autonome. Ça marche. Regardez à Hénin-Beaumont. Regardez dans le sud-est de la France. Le combat a été difficile, mais à force d'ancrage, de travail sur le terrain, aujourd'hui nous sommes en capacité de prendre des mairies. Et puis vous avez aussi des mairies d'hiver droite, pas UMP, d'hiver droite, qui aujourd'hui nous rejoignent à l'échelle locale, dans l'est de la France, dans le cadre d'un programme local, d'un programme commun. Alors l'UMP s'est immédiatement... a immédiatement prononcé un certain nombre d'exclusions. C'est assez étonnant encore pour l'UMP qui choisit dans beaucoup de cas, parce que je pense à la commune du Nord, au Billy-Montigny, c'est quand même assez intéressant de le souligner et ça correspond bien à la stratégie actuelle de l'UMP, soutient le candidat du Parti communiste. M. Gaudin s'allie avec une collaboratrice de M. Guérini à Marseille. C'est très clair. Dans beaucoup de cas, l'UMP préfère choisir le Parti socialiste, alors que une partie de son électorat, 50% parfois, selon les enquêtes d'opinion, et à Rouen, j'en connais, aimerait peut-être faire des accords avec nous. C'est impossible, le parti de M. Copé ne le souhaite pas, ne le veut pas. Eh bien, c'est à nous de travailler, d'aller les convaincre, et je pense que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, nous y arriverons. Le Front National a fait un score à Rouen particulièrement intéressant, 3 points de plus que le score de Marine Le Pen. C'est le début d'un ancrage local sur le long terme. On va revenir à Rouen. Jean-François Bure, j'imagine que vous avez envie de répondre sur le fait que vous êtes téléguidé ou pas par Antoine Ruffnac, mais au-delà, était-ce la bonne méthode de partir séparés, droite et centre? Je suis toujours admiratif de l'analyse d'une très grande finesse de M. Penel. Quand il parle de l'UMP, c'est toujours assez extraordinaire.
C'est la réalité. C'est absolument pas une volonté d'être téléguidé. Voilà, il y a une famille UMP qui existe à Rouen et qui devait pouvoir s'exprimer avec cette campagne. Voilà. Pardonnez-moi, à l'origine, c'était Madame Morin de Sailly, si je ne me trompe pas, qui devait partir au combat. Et vous étiez, il me semble, d'accord, non UMP avec l'UDI. Oui, on a travaillé en amont de cette campagne ensemble pour définir les contours en fait programmatiques et les projets qu'on allait porter au regard des Rouennais. Donc bon voilà, le contexte a fait que Catherine Morin-Desailly n'a pas pu relever ce défi et donc l'UMP a souhaité avoir son candidat. Bon, le rassemblement que nous menons aujourd'hui prouve, et compte tenu du travail qui avait été fait en amont, que le projet est cohérent et porte vraiment une dynamique. Après, ce que je constate, c'est que M. Penel fait et le FN fait forcément le jeu de fait du Parti socialiste. Voilà, et c'est le message qui est passé systématiquement dans tous les médias. Nicolas Sarkozy a échoué, c'est lui qui a amené François Hollande au pouvoir, ne l'oubliez pas. C'est vous, votre camp politique, Monsieur Bure, Absolument. qui en 2008 vous avait donné la mairie à pouvoir. Madame Fournéron avec plus de 56%, après une gestion calamiteuse de la ville de Rouen entre 2001 et 2008, notamment avec Catherine Morin-Desailly et un certain nombre de vos colistiers. Vous n'amènerez personne au pouvoir. C'est ça, oui, on va y venir, vous inquiétez pas, on va y venir. Bien sûr, en tout cas sur Rouen, c'est pas demain. Vous êtes Vous êtes la cible vraiment du Front National. Oui, c'est tout à fait intéressant. Oui. Au lieu de défendre des idées, on va les défendre. Voilà, la principale motivation du Front National, c'est de s'en prendre à l'UMP local. C'est très très intéressant. Pour les idées, c'est pas grave. De toute façon, ce sont des idées programmatiques qui viennent de Paris, donc qui sont formatées à Paris. Alors, on a parlé de programme. On va échapper un petit peu à la politique. On est dans une élection municipale et ce qui intéresse nos concitoyens, ce sont les vrais programmes de terrain dans une ville. Donc, quelles sont, d'après vous, les priorités aujourd'hui à Rouen, Jean-François Bure? Nous avions préparé un petit canevas et on sait qu'à Rouen, c'est toujours la circulation dont on parle le plus. Évidemment, il y a eu l'affaire du pont Mathilde, mais il y a un problème de circulation à Rouen ou pas pour vous, UMP? Oui, bien sûr. En fait, nous, on a commencé très tôt cette campagne avec une grande enquête citoyenne qu'on a distribuée aux Rouennais, qui nous a permis vraiment de définir 5 thèmes majeurs autour effectivement de la circulation, qui est un sujet rouennais, du cadre de vie d'une manière générale, avec la propreté et la voirie, qui touche... alors, on a tendance à dire que c'est un marronnier rouennais qui revient d'élection en élection. C'est un mais peu vrai. C'est pas faux, mais c'est un sujet essentiel quand on espère développer par exemple le tourisme à Rouen, ce qui est une bonne chose, et là, il y a une nécessité vraiment à soigner ce cadre de vie. Le retard de Rouen dans ce domaine est considérable par rapport aux autres métropoles régionales, mais il y a d'autres sujets qui sont sortis, comme évidemment la fiscalité compte tenu du contexte national, et puis aussi la sécurité, en particulier dans le centre-ville. Guillaume Penel, est-ce que la circulation, c'est une de vos priorités éventuellement? Évidemment, comme bien d'autres, l'élargissement des zones de stationnement payant, le matraquage des automobilistes par les PV à 17 €, c'est intenable. J'ai l'impression qu'à Rouen, l'automobiliste est considéré comme le véritable délinquant. Monsieur Bure osait parler sécurité, on va en parler, je l'espère. J'ai l'impression que la mairie socialiste, et au-delà, les mairies socialistes sont plus dociles avec les voyous et les délinquants qu'avec les automobilistes. Les artisans. Les mères de famille, à peine poser leur voiture en ville pour faire leurs achats, pour travailler, se font immédiatement prendre un PV de 17 €. Et parfois, vous avez des piles, chez des artisans, vous avez des piles de 15-20 PV par mois. Est-ce normal? Est-ce normal? Non, ce n'est pas normal. L'automobiliste n'est pas un ennemi du centre-ville. L'automobiliste n'est pas un ennemi de l'activité économique. L'automobiliste n'est pas un ennemi du commerce. Voilà. Alors les zones payantes, très bien. Nous, on propose tout simplement de revenir à des zones, à des zones bleues. Voilà. 2 heures, gratuites, pour fluidifier la circulation, pour éviter les voitures ventouses. C'est, je pense, une bonne solution. 2 heures, c'est intéressant. Ça existait à Rouen, Yvan Robert. Écoutez, j'ai entendu beaucoup de Yaka Faucon. Moi, ce que je cherche, effectivement, c'est un équilibre.
entre la circulation automobile et la circulation des autres modes. C'est ça qui est essentiel. Et quand on donne envie, quand on convainc nos concitoyens d'utiliser les transports en commun et les vélos, effectivement, on donne plus de place à l'automobile. À ceux qui en ont besoin. Je veux dire, effectivement, le sujet, il est celui-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des automobiles et de la circulation comme cela. Il faut les intégrer dans une politique, dans une vision de la ville. Et la seule vision de la ville aujourd'hui, à Rouen comme partout ailleurs, c'est des transports en commun qui sont incitatifs, qui donnent envie de les utiliser. Et c'est ce que nous avons avec le métro. C'est ce que nous avons avec le métro. Et d'ailleurs, nous avons remplacé les rames de métro il y a 2 ans. Et on est aujourd'hui à 67 000 utilisateurs par jour du métro. C'est ce que nous avons fait avec les lignes Théor. Et on est à près de 60 000 utilisateurs tous les jours. C'est ce que nous avons fait avec les lignes 6 et 7, à 13 000 utilisateurs tous les jours. Je veux dire, additionner tout cela, c'est 200 000 personnes, 200 000 validations tous les jours dans les transports en commun. Vous imaginez si tous ces gens utilisaient leur automobile? Donc la seule politique viable, c'est des transports en commun performants. C'est ce que nous faisons. Nous l'avons d'ailleurs toujours fait contre la droite à toute époque. Je veux dire, à toute époque, on nous a dit qu'il fallait arrêter, que c'était bien comme cela. Et nous pensons qu'il faut continuer pour améliorer les transports en commun. C'est la meilleure façon d'améliorer la circulation. Mais des transports en commun performants. Une ligne nord-sud, une ligne nord-sud en plus, comme le demandent vos alliés écologistes? Mais ce n'est pas les alliés écologistes qui demandent une ligne nord-sud. Je vous rappelle que j'étais vice-président des transports en commun, je veux dire, pendant les 4 ans au début de ce mandat, et que j'ai travaillé, je veux dire, pendant ces années-là et antérieurement, pour bâtir cette vision de l'agglomération qui permet de fonctionner dans de bonnes conditions. À côté des transports en commun, il n'y a pas un problème également de sens de circulation à Rouen, Yvan Robert? Et du stationnement. Il n'y a plus de stationnement gratuit à Rouen. Écoutez, je veux dire, d'abord, Rouen, c'est l'ensemble d'une commune. On a 2 grands espaces. Il y a un espace central, je veux dire, dans lequel il y a 10 000 places. 10 000 places, 6 000 sur la voie publique et 4 000 plutôt sur la voie publique, 6 000 dans les parkings en structure, je veux dire, qui sont des places publiques. Et à côté de cela, vous avez 100 000 habitants, 30 000 sur le cœur de ville, vous avez 80 000 emplois, vous avez des touristes, les touristes, 3 millions de touristes par an, c'est entre 8 et 10 000 touristes par jour, vous avez des gens qui viennent faire leurs études, qui viennent faire des démarches administratives, qui viennent faire des courses. Vous voyez bien que de toute façon, la voiture individuelle pour tous n'est pas une solution. Et d'ailleurs, tout le monde le sait très bien. Je veux dire, quand j'entends ce que je viens d'entendre à l'instant, je veux dire, c'est une façon de faire croire qu'on peut résoudre les problèmes. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles peuvent fonctionner, avec de vrais projets que je conduis depuis des années, que nous conduisons depuis des années, la ville et son agglomération, et qui ont effectivement apporté des solutions. Et si nous n'avions pas eu tout cela, il y a 2 ans avec l'accident du pont Mathilde, mais la ville se serait arrêtée. Ce sont les transports en commun qui ont sauvé la ville de Rouen avec la catastrophe du pont Mathilde. Et d'ailleurs, immédiatement, et heureusement, je veux dire, grâce au civisme, grâce à la conscience de tous les citoyens, c'est plus 10 à 15% immédiatement de personnes, d'habitants qui ont utilisé les transports en commun. Donc là, il y a une vision politique, une vision de la société qui est une vision apaisée. Vous imaginez, de toute façon, rajouter toujours des voitures? On aurait une vision de la ville qui serait complètement saturée. On le sait bien et tout le monde le sait très bien, à Rouen comme ailleurs. Donc vous allez rajouter, vous voulez rajouter, si vous êtes réélu, des parkings relais? Mais on a commencé. Je rappelle que le premier parking relais, au début, il a mis du temps à démarrer, mais aujourd'hui, il est presque complet. Et heureusement qu'on a conçu cela au Mont-Riboudet, je veux dire, il y a maintenant une quinzaine d'années. Et il faut trouver le bon endroit, mais on trouvera les bons endroits. C'est 5000 places qu'il faut faire en parking relais dans les endroits les mieux adaptés. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Dans une ville comme Rouen, qui est une ville historique, avec des petites rues, et c'est ce cadre historique qui fait en plus le charme, le plaisir de la vie dans cette ville. Et donc, il est hors de question, évidemment, de faire disparaître tout ce réseau de petites rues qui fait le charme de notre ville. Et donc, la seule solution, c'est des parkings relais et des transports en commun, mais des transports en commun performants, c'est-à-dire sur des voies qui leur sont réservées, de telle façon qu'il y ait de la régularité, de la fréquence, et c'est ça qui permet de fonctionner. D'ailleurs, les Rouennais, c'est ceux qui utilisent le plus les transports en commun, ils le savent très bien. C'est la ville où il y a, par rapport à d'autres villes de l'agglomération, moins de voitures par ménage, parce que précisément, la meilleure solution,
elle n'est pas dans la voiture. Jean-François Bure, on est d'accord à l'UMP sur ce projet de transport obligatoire? Non, non, absolument pas. Nous, on s'oppose au tracé de l'arc nord-sud qui doit passer sur les boulevards, retirer 2 voies de circulation sur 5. On a l'exemple de la rue du Général Leclerc. J'invite ceux qui ne la connaissent pas à aller s'y promener. Quand on voit toutes les cases commerciales fermées, je pense que c'est tout à fait éclairant. La rue de la République, qui avait retrouvé un second souffle, qui de nouveau est sinistrée. Je pense qu'il ne faut pas opposer systématiquement la voiture et les transports en commun. C'est parce que nous faisons, nous, évidemment, il faut développer les transports en commun, mais il ne faut pas être dans l'esprit de système et dire qu'on a raison pour tous, à la place de tous. Donc c'est pas possible. Les problèmes de bouchons, malgré l'urbanisme de la ville, peuvent être réglés si on raisonne un peu. Le plus court chemin entre 2 points, c'est la ligne droite. Et c'est désespérant de voir ce tracé aujourd'hui qui décourage les gens de l'agglomération de venir faire leurs courses à Rouen. Le commerce à Rouen, c'est 12 000 emplois. Donc je pense que dans le contexte actuel, lorsqu'on a 375 000 demandeurs d'emploi en plus, compte tenu de l'échec de la politique gouvernementale, et on a eu les chiffres cette semaine qui corroborent ce chiffre désastreux, je pense qu'il serait bien qu'une municipalité ne soit pas sourde et écoute ces difficultés, à la fois pour le bien-être de tous et à la fois pour l'emploi, bien sûr. Que proposez-vous concrètement pour fluidifier l'automobile? Eh bien, nous, on veut revoir ce plan de circulation parce qu'il ne fonctionne pas comme ça. Et puis après, naturellement, il y a des décisions incitatives pour le stationnement, pour redonner de l'attractivité au cœur de Rouen. Aujourd'hui, vous interrogez les gens de l'agglomération, ils sont découragés de venir à Rouen. Et le pouvoir d'achat vient en voiture à Rouen. Voilà. Donc c'est vraiment être dans le dogmatisme que d'imposer ce développement des transports en commun aujourd'hui tel quel. De votre côté? Oui, juste un mot. Cet axe nord-sud, effectivement, est totalement improbable. Et surtout qu'il semble être budgété à hauteur de plus de 100 millions d'euros. Qui va payer? Les classes moyennes? Les classes populaires? C'est pas raisonnable. Je pense qu'à la CREA, future métropole, ça sera une formidable tribune pour expliquer aux Rouennais que leur argent, aux habitants de l'agglomération rouennaise également, que leur argent ne peut pas être dépensé pour quelque chose qui est totalement suicidaire. Ça serait le coup de grâce, véritablement le coup de grâce pour l'activité économique du centre-ville. Alors, je pense qu'il faut revenir aussi au contournement Est. Parce qu'on a une classe politique locale et régionale qui, depuis 30 ans, a toujours refusé le contournement Est. Le maire de la ville phare, la ville de l'agglomération rouennaise, doit impérativement porter ce projet. Et je m'adresse à M. Robert parce que dans le cadre de son alliance avec M. Bérégovoy, qui est un farouche opposant du contournement Est, donc j'aimerais bien aussi connaître votre position. Pendant 30 ans, vous avez refusé ce contournement Est. Des politiques à droite, des politiques à gauche, considérant qu'il fallait impérativement passer par Rouen. Les flux automobiles ont considérablement augmenté ces dernières années. Rouen est une des rares villes à l'échelle européenne que l'on ne peut contourner. C'est un projet qu'il faut évidemment lancer, porter. Sur le contournement Est. Ouais, les choses sont parfaitement claires. Je veux dire, le contournement Est, il est inscrit, c'est une décision. Le Premier ministre l'a inscrit dans le schéma national des infrastructures de transport en juillet 2013. Et nous avons, au mois de juin, 7 réunions publiques de concertation, compte tenu du fait qu'il y a eu une modification de ce tracé. Moi, la seule chose que je constate, c'est entre 2002 et 2012, il ne s'est pratiquement rien passé et que les ministres de l'équipement successifs ne s'en sont pas préoccupés sous les responsabilités de M. Chirac puis de M. Sarkozy. Mais vos alliés disent que ce n'est pas financièrement crédible, ce contournement Est. Mais je veux dire, pour l'instant, il faut le tracer. Il faut délibérer, avoir une étude d'impact, avoir une déclaration d'utilité publique qui peut être obtenue, je veux dire, en 2017, 2018, et à ce moment-là, on trouvera les financements. Je veux dire, et je veux revenir un instant sur la ligne Nord-Sud. Je veux dire, c'est un projet qui est totalement financé, sans aucune augmentation d'impôt de l'agglomération, dans le cadre des financements normaux des transports en commun. Il existe un
un impôt sur les entreprises qui, heureusement, c'est cet impôt-là sur les entreprises qui fait fonctionner les villes. Encore une fois, la seule façon de faire fonctionner les villes, c'est un équilibre. Et que le meilleur équilibre, c'est des transports en commun performants qui laissent de la place à la voiture pour ceux qui en ont besoin. Mais plus il y a de gens dans les transports en commun performants, de grande qualité, plus les autres sont satisfaits. Et ceux qui devraient défendre le plus dans leur intérêt les transports en commun, ce sont les automobilistes. Et bien entendu, quand on prend les chiffres, 200 000 validations par jour, je veux dire, c'est tous les jours qu'il y a des milliers de gens. Et ces milliers de gens, ils font aussi du commerce, ils font aussi des démarches administratives, ils viennent en ville. Et de toute façon, c'est là qui est aussi la plus grande partie de la population. Bien, on va quitter un petit peu la circulation, on ne vous mettra pas d'accord de toute façon. Il y a un domaine où vous êtes plutôt d'accord ensemble, c'est sur le non à la hausse d'impôts. Alors comment vous allez faire pour ne pas augmenter les impôts locaux pendant un mandat? Oui, je crois que là, il y a une attente très très forte qui fait de cette élection à la fois un enjeu local et national. C'est parce qu'il y a une pression fiscale qui est tout à fait inacceptable à l'échelon national que c'est un sujet qui est sorti très tôt dans la campagne, qui a été, nous, classé vraiment dans les 5 préoccupations majeures des Rouennais. Donc on avait ce devoir-là de prendre cet engagement très fort, de dire qu'on n'augmentera pas les impôts, enfin le taux municipal en tout cas pendant les 6 années à venir. Donc moi qui suis issu du privé, c'est un défi que j'accepte de relever, évidemment, et trouver des solutions, ça va être évidemment lorsqu'on sera en responsabilité qu'on pourra les trouver d'une part, et puis aussi renégocier les charges de centralité avec les échelons territoriaux, bien évidemment. Oui, pardonnez-moi Stéphane, c'est vrai qu'on a quand même un peu de mal, et c'est valable pour tous les trois, pour tous les candidats dans toutes les municipalités. J'ai personnellement jamais entendu un candidat dire « je vais augmenter la pression fiscale » ou alors « je vais la maintenir ». Pratiquement tout le monde dit « on va la maintenir ou la baisser ». Or, vous savez sans doute qu'il y a 2 anciens ministres du budget, M. Malvy, entre autres, et M. Lambert, qui ont déposé le 3 mars dernier sur le bureau du Premier ministre un rapport sur la limitation des dépenses publiques qui concernent les collectivités territoriales et en particulier les mairies. Ça, alors, c'est pas encore adopté, c'est clair. Enfin, c'est quand même dans les tuyaux, on y pense. Et ça, plus la baisse des dotations de l'État envers les communes, franchement, c'est pas évident. Alors, j'aimerais bien qu'on nous explique un petit peu comment on peut faire pour baisser les dépenses dans un tel contexte. Plus le financement des rythmes scolaires pour Rouen, puisqu'on a absolument voulu être bon élève de la classe. Donc effectivement, c'est un défi. Il y a 2 pistes. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire comme une économie au sein de la municipalité, et puis ces charges de centralité avec les autres échelons. Évidemment, il y a des exemples quand notre conservatoire est aussi peu financé qu'il est à Rouen, alors que celui d'Elbeuf est très bien financé, donc ça questionne. Ou la piscine de l'Île-à-Croix, c'est la même chose. Donc on voit bien qu'il y a besoin de négocier pour faire en sorte de donner un peu d'air à la ville de Rouen. Guillaume Penel, vos homologues dans d'autres villes disent même pouvoir baisser des impôts. Tout dépend de la situation de la ville. À Rouen, la situation est catastrophique. 1 700 € par habitant d'endettement. Un ménage propriétaire, un ménage qui gagne, un ménage de classe moyenne ne peut plus acheter à Rouen. La pression fiscale est trop forte, mais il y a des raisons, il y a quand même des causes. Intéressons-nous aux causes quand même, parce que c'est bien gentil, parce que oui, voilà, demain, on ne va pas pouvoir graser gratis. Mais à cause de qui ? À cause des dirigeants actuels, qu'ils soient à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Ils ont multiplié toutes les formes de gabegie et de dépenses et de gaspillage. Voilà. Alors, encore une fois, je reviens entre 2001 et 2008, les fameux emprunts revolving, les emprunts Dexia, de M. Albertini, de Mme Morin-Desailly et de Colissier qui sont sur la liste de l'UMP. Alors M. Robert a continué dans la dépense, mais il y a quand même un passif très lourd dans les collectivités locales gérées par le Parti socialiste. Partout, on a joué au casino avec l'argent des contribuables. Voilà. Et ça, quand même, il y a quand même un passé, il ne faut pas qu'ils l'oublient. M. Sarkozy et M. Hollande ont multiplié les taxes à l'échelle nationale. Regardez le nombre de foyers fiscaux aujourd'hui, ces gens des classes modestes, des retraités qui se sont vus au mois de septembre en fait payer des impôts pour la première fois de leur vie. Bon, alors c'est symbolique. Où ferez-vous des économies, vous, M. Penel ? Il faut lutter, on ne peut plus faire de la politique comme ces gens l'ont fait depuis 30 ans. Voilà. Il y a une nouvelle façon de faire de la politique, c'est faire
extrêmement attention à l'argent public. Lutter contre toutes les formes de gaspillage pratiquées dans les municipalités, que ce soit dans les projets culturels ubuesques comme Normandie impressionnée avec un Bouddha géant sur les quais totalement intenable à 250 000 €, c'est un symbole fort. Et puis faire le ménage dans certaines associations peut-être à Rouen, et rééquilibrer en tout cas vers d'autres associations qui ne touchent quasiment rien de la municipalité. Je pense à bon nombre d'associations, je pense à celle-ci des Fraternités banlieue qui touchent 40 000 € par an. Vous savez, c'est un symbole. Sa préoccupation l'an dernier était de réécrire les paroles de la Marseillaise. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal qu'une municipalité octroie une subvention de 40 000 € à une association comme cela ? Donc il y a une radiographie, un audit moral, financier à faire dans l'attribution des associations. On peut faire des économies. Et dans le budget de fonctionnement, voilà, on a un budget de fonctionnement qui est bien trop élevé. Faire des efforts sur la communication, sur les budgets petits fours, champagne, impérativement. On ne peut plus faire de la politique comme avant. Donc des économies drastiques. On ne va pas baisser la pression fiscale malheureusement de dizaines d'euros facilement. La situation est dramatique. Mais il faut faire des efforts. Et le politique, un maire d'une ville, doit montrer l'exemple. Alors c'est très difficile quand on a à la tête de l'État, effectivement, deux gouvernements successifs qui ont considérablement matraqué les classes moyennes et les classes populaires ces dernières années. Jean-François Bure, est-ce que vous avez des pistes comme ça au niveau des associations, par exemple, au niveau du domaine culturel ? Non, pas précisément pour ce domaine-là. Tout ça, effectivement, le fait de parler d'économie, de champagne, etc., tout ça, c'est assez dérisoire. C'est pas là où se situe. C'est important, c'est symbolique, Monsieur Bure. Oui, on ne peut pas, le politique ne peut pas jouir de toutes sortes d'avantages dans la situation actuelle dans laquelle se trouvent les Français. C'est absolument dérisoire. C'est pas dans ce domaine-là. C'est pas dans ce domaine-là qu'il y a des économies à faire. Il faut être un tout petit peu plus fin et moins caricatural, évidemment. Évidemment. C'est symbolique et c'est très important. Et les Français qui vous écoutent dans les quartiers populaires, à la Sablière et dans les Hauts-de-Rouen, on vous écoute ce soir, Monsieur Bure. Vous, Monsieur Bure, vous êtes pour le maintien, par exemple, de Rouen impressionniste. Vous savez qu'à Avignon... pardonnez-moi, je termine ma question. En Avignon, il y a la possibilité qu'il y ait un maire Front National. Et les responsables du Festival d'Avignon se disent « Oula, si c'est comme ça que ça se passe, on va aller ailleurs ». Donc on a compris que Rouen impressionniste, c'était pas trop votre tasse de thé. Impressionné, Monsieur Goudet. Pas Rouen impressionniste. Très différent. Vous savez, c'est cette manifestation... C'est la formule. Attendez, parce que vous avez dépassé votre temps de parole. Monsieur Bure. Rouen impressionné, c'est pas du tout dogmatique, c'est que ça n'a pas trouvé... C'est de fait intéressant de mettre en avant... l'art contemporain, sauf que ça n'a pas trouvé son public cette fois-ci en tout cas, et autour symboliquement de ce Bouddha, clairement 250 000 €, enfin les experts le disent de toute façon, c'est que soit on met vraiment des moyens pour que ce soit source d'attractivité, parce que la clé du succès pour Rouen, c'est l'attractivité. Donc cet événement, il est pas à la hauteur pour vraiment que ce soit un événement majeur, reconnu en France et à l'étranger. Oui, donc on en fera évidemment l'économie, bien sûr. Ça allait dans le cadre de Normandie impressionniste, c'était dans le prolongement, c'était dans ce cadre-là. Il y avait une certaine logique quand même. Il y avait une certaine logique, sauf que c'est pas à la hauteur si on veut vraiment qu'un événement comme celui-là soit vraiment rayonnant et source d'attractivité pour Rouen. Je pense que la question qu'il faut se poser à chaque fois qu'on travaille sur un dossier, et c'est ce qu'on fera demain, c'est est-ce que c'est source d'attractivité pour notre ville ou pas ? Cet événement n'a pas trouvé son public, donc cet événement doit s'arrêter, effectivement. J'aimerais qu'on arrive à l'attractivité de la ville, vous l'avez dit en nom. Et la pression fiscale, parce que... Est-ce qu'on boit autant de champagne qu'on le dit à Rouen ? Non, mais je veux dire, on est là dans l'anecdote. Je veux dire, je ne dis pas nous allons faire des économies, je dis nous avons fait des économies. Et nous avons fait des économies année après année. L'augmentation du budget de fonctionnement de la ville en moyenne sous ce mandat est inférieure de 20% à l'augmentation du mandat précédent. Et on est arrivé, au bout de 6 ans de gestion rigoureuse, à stopper l'augmentation de la dette l'augmentation annuelle n'a pas cessé de baisser, et en 2013, la dette a baissé. Et c'est d'autant plus méritoire qu'il y a la dette qui était connue, et puis il y a la dette qui était cachée dans le
dans le PPP de l'éclairage public. Donc, les économies, on s'y est engagé et on va continuer. Alors, par ailleurs, le rapport que vous évoquez de M. Malvy, je veux dire, c'est pas le rapport plus la baisse des dotations de l'État, c'est le même sujet. C'est la baisse des dotations de l'État qui a été annoncée. Il y a une première fois qui a été faite en 2013 et nous l'avons absorbée. Et en 2014, nous l'avons absorbée dans le budget. Et elle est prévue aussi sur 2015. Et nous savons complètement où nous allons. Et nous savons où nous allons parce que précisément, grâce à la suppression des emprunts toxiques, nous maîtrisons aujourd'hui les finances de la ville. Alors que les emprunts toxiques, toxiques, ça veut dire immaîtrisable. Les taux d'intérêt, je lisais dans la presse, dans une ville, ils avaient atteint 55% de taux d'intérêt sur un emprunt toxique. Voilà ce que c'était les emprunts toxiques, c'est-à-dire l'impossibilité absolue de faire quoi que ce soit. On n'est plus du tout dans cette situation-là. Et bien entendu, l'autre aspect fondamental qui concerne le développement de la ville, qui concerne le développement économique et donc l'emploi, c'est bien entendu l'attractivité de la ville. C'est bien entendu l'élément du tourisme. Et de ce point de vue-là, le festival Normandie Impressionnisme, c'est tous les 3 ans quelque chose d'absolument extraordinaire. 180 000 visiteurs ici. Il y a une étude de l'Office de tourisme, du fil régional du tourisme, qui démontre qu'un visiteur de ce type d'exposition, c'est 60 € qui sont dépensés à l'extérieur par visiteur. Et c'est pour cela aussi que nous avons lancé la construction de l'historial Jeanne d'Arc avec un objectif de 150 000 visiteurs an. Toutes ces manifestations, c'est ce qui fait qu'il y a de l'emploi. Le tourisme, à l'échelle du pays, c'est 7% du PIB. Nous sommes totalement mobilisés pour développer l'attractivité de notre ville, le rayonnement de notre ville, bien entendu par des économies, mais aussi par la solidarité de toutes les collectivités. Monsieur Bure et Monsieur Penel ont évoqué les charges de centralité, mais ça fait des années que nous le prenons en compte. Je citerai que l'exemple de l'Opéra de Rouen, je veux dire l'outil fondamental de la musique, de la danse, du théâtre, du spectacle sur Rouen. Il y a une époque, c'était 80% à la charge de la ville. Aujourd'hui, c'est 20% à la charge de la ville. C'est-à-dire qu'on a complètement pris en compte les piscines évoquées, l'agglomération participe alors qu'elle ne participait pas auparavant. Je veux dire, le conservatoire, l'agglomération participe. Donc tous ces éléments-là, petit à petit, année après année, tout ça est en train de se construire. On n'a pas attendu, je veux dire, les arguments de M. Bure pour construire cette réalité. Oui, une remarque, la dette n'augmente pas, 26 millions entre 2008 et 2012. 40 entre 40 plus les 60 millions du PPP, c'est-à-dire pratiquement 100 millions. Je vous ai pas interrompu, monsieur Robert. Je vous ai pas interrompu. Plus les 8% d'augmentation en 2010, ça fait 37 millions. Donc on est autour de 65 millions. Ça me paraît pas tout à fait dérisoire. Et ce que monsieur Robert évoque, c'est le prévisionnel, puisque les comptes ne sont pas connus. Voilà, donc effectivement pour les emprunts structurés, toxiques, il faut dire toxiques parce que ça fait beaucoup plus peur, évidemment, c'est toutes les collectivités de droite ou gauche ont pu y avoir recours. C'est vrai à Saint-Étienne, c'est vrai aussi à Lille, et je ne suis pas sûr que M. Robert soit un opposant farouche de Martine Aubry. Bon, voilà, donc moi j'étais pas en responsabilité à cette époque-là, ce qui est, comment dirais-je, certain, c'est que depuis le début de cette campagne, on explique en fait le manque de résultats, le fait que le projet de 2008 a été en partie abandonné, à peu près 70%, en masquant ça derrière cette histoire d'emprunt toxique. Donc c'est totalement inacceptable. On voit bien et on paye forcément à un moment donné la facture, pour le coup, lorsqu'on promet 100 projets au Rouennais en 2008, avec beaucoup de poudre aux yeux, et qu'on voit le résultat au bout de 6 ans. Alors après, il est facile de dire, oui, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses qu'on n'a pas pu tout réaliser. Voilà le constat réel de la mandature qui s'achève. Non mais juste un instant, je veux dire, je ne peux pas laisser des chiffres pareils. C'est 90% des projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation et qui seront finis au cours de l'année 2014. Il suffit de se promener en ville pour voir tout ce qui a été fait, tout ce qui est en construction, tout ce qui est réalisé. Les Rouennais qui se promènent en ville, ils voient une propreté catastrophique, une voirie qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que devrait avoir une ville comme Rouen. Le résultat, c'est vraiment un échec. Ils ont vraiment le sentiment que vous n'avez pas pris soin de notre ville pendant 6 ans. Vraiment. Non.
Monsieur Robert a évoqué un certain nombre de réalisations dont je pense autour de cette table, personne ne veut contester la réalité, mais, et ça n'est pas du tout péjoratif, qui ont pu être réalisées avec l'aide de la CREA, avec l'aide de la région. L'Opéra de Rouen, si je ne me trompe pas, c'est Opéra de Rouen, région Haute-Normandie. Voilà, c'est ça. Alors peut-être, Stéphane, qu'on peut arriver tranquillement, puisqu'on est dans le dernier quart de cette émission, vers justement l'intégration actuelle de la ville de Rouen dans ce qui s'appelle la CREA et qui deviendra le 1er janvier 2015 la métropole régionale. Alors on parlera peut-être, c'est important quand même parce que les gens nous posent des questions et puis sur nos sites internet ils disent mais comment ça va s'appeler, est-ce qu'on ne peut pas changer de nom, etc. Alors c'est important, mais le plus important c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui une ville comme Rouen peut véritablement fonctionner de façon autonome? Ou est-ce que, certains en ont la crainte, elle n'est pas d'ores et déjà, comme d'autres communes de l'agglomération rouennaise, devenue en quelque sorte satellitaire d'une CREA qui serait dirigée, j'allais dire, par des gens qui sont au-dessus de ces communes? Alors, de par ses responsabilités, de par ses financements et de par les réalités sur le terrain. Pour moi, la métropole, ça peut être une chance si vraiment la métropole aide la ville-centre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas le sentiment que le maire de Rouen défend l'intérêt des Rouennais auprès de la CREA. Alors on comprend, le maire de Rouen est dans la majorité et donc sur un certain nombre de dossiers, on a vraiment l'impression que même s'il n'est pas en accord avec les décisions, il ne peut pas le dire. Et donc je pense que ça c'était un sujet qui est revenu, c'est un sujet qui est revenu beaucoup dans cette campagne pendant 7 mois, ce sentiment vraiment que les intérêts des Rouennais ne sont pas défendus et que Rouen n'est pas une locomotive pour son agglomération. Donc ça c'est un sujet essentiel pour les 6 années à venir, puisque lorsque nous on a posé la question aux Rouennais de savoir est-ce que vous pensez que la convergence des échelons territoriaux portait le développement de Rouen, à plus de 70%, ils nous ont répondu que non. Voilà le sentiment qu'ils ont aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement demain, alors il serait souhaitable que le maire de la ville-centre soit le président de la future métropole, mais si ça n'était pas le cas dimanche soir, enfin dans les semaines à venir, suite au municipal, je pense que ce qui est important, c'est que le maire de Rouen défende l'intérêt et le fasse, même s'il est dans l'opposition, ce sera de toute façon beaucoup plus facile parce qu'il pourra prendre les Rouennaises et les Rouennais à témoin lorsque les dossiers ne seront pas menés comme il faut. Donc lorsque, à partir du 1er janvier 2015, par exemple, la voirie va passer compétence métropolitaine, il va falloir défendre l'intérêt de Rouen et que ce dossier-là ne soit pas, que Rouen ne soit pas le parent pauvre sur un dossier absolument essentiel du point de vue des Rouennais. Yvon Robert, justement sur Rouen Métropole, vous promettez de ne pas augmenter les impôts. Est-ce que ce n'est pas entre guillemets facile à dire quand on sait qu'aujourd'hui ils peuvent augmenter du côté de la métropole justement? Mais non, ils n'augmenteront pas. Je suis le vice-président chargé des finances de la métropole. Les impôts n'augmenteront pas dans la métropole. Y compris du côté de la métropole. Mais absolument. Mais absolument, et nous l'avons dit aussi. Et c'est la métropole défend les intérêts des Rouennais autant que les Rouennais. Je veux dire, tout se passe à Rouen. Je veux dire, l'aménagement des quais, c'est à Rouen. Le Palais des Sports, il est à Rouen. L'Opéra, il est à Rouen. l'Historial, l'église Saint-Maclou, tout le patrimoine historique qui sont à Rouen. Je veux dire, et c'est la métropole qui est la première mobilisée. Je veux dire, et on le sait tous, se dire cela. Je veux dire, en fait, c'est tout le territoire qui sait parfaitement que Rouen est son moteur, son ancrage. Je veux dire, dès qu'on quitte tous les habitants, dès qu'ils quittent le territoire, dès qu'ils sont ailleurs, ils sont de Rouen, ils sont à Rouen, ils vivent à Rouen. Je veux dire, tout ça, c'est une fausse querelle. L'intérêt des Rouennais, il est parfaitement défendu et on le voit tous les jours. Et en fait, la métropole finance plein de projets à Rouen, sur Rouen. Je veux dire, tout le développement, le quartier Flaubert, c'est-à-dire le développement futur de la ville tel qu'il a été élaboré il y a maintenant une quinzaine d'années, tel qu'il a été fixé, il est précisément sur Rouen. Je veux dire, c'est à Rouen qu'on construit le plus d'immeubles de toute catégorie. Et tous ces grands chantiers ne vont pas nécessiter une hausse des impôts au niveau de la métropole. Mais tout cela, la métropole a un plan sur 10 ans, je veux dire, qui est à la disposition de tout le monde. J'entendais M. Penel dire l'autre jour, si je suis élu, je vais pouvoir consulter les dossiers. Mais tous les dossiers sont publics. Oui. Les budgets sont publics, les rapports budgétaires sont publics. Métropole, mais les rapports, tout est public. Les rapports budgétaires sont publics. Il suffit de venir, les assemblées sont publiques et les dossiers peuvent être demandés. Je veux dire, quand on veut s'intéresser à la vie d'une cité, on n'attend pas d'être élu, on les demande avant.
Oui, c'est très difficile Guillaume avec le Parti Penel, alors. socialiste. Non. C'est très Il difficile suffit de les demander. avec Laurent Il Fabius et la s'intéresser. métropole. Je vais Il prendre la suffit de parole, Monsieur s'intéresser. Robert. Je vais prendre la parole, Monsieur Robert. Cette métropole est une structure totalement opaque et antidémocratique, comme le projet métropolitain. L'objectif est simple pour ceux qui ont imaginé ces métropoles, ces grandes métropoles, comme ces super grandes régions qu'on nous promet, initiées par Nicolas Sarkozy. On voit que Monsieur Burr n'a rien contre la métropole, Monsieur Robert n'a rien contre la métropole. Eh bien, nous défendons les communes et les intérêts de chacun. On parlait tout à l'heure abstention. Voilà. On disait comment on va effectivement ramener les catégories populaires en direction des urnes. Les Rouennais, et plus généralement les Français, ont besoin de proximité. C'est pas avec la métropole qu'ils l'auront. C'est une structure opaque, totalement non représentative pendant plusieurs années, qui détruit le cadre traditionnel de la commune. Vous savez, comme l'Union européenne a détruit la souveraineté de la France, des fonctionnaires non élus dans une grande tour à Bruxelles qui prennent des décisions incomprises. Aujourd'hui, ils sont élus. Hein. Oui, enfin, Dimanche, on va les j'espère les qu'on élire. pourra au moins dire quelque chose. J'espère qu'on pourra au moins, et on l'espère avec le Front National, puisqu'on va obtenir des élus à la Créa, et on pourra faire entendre une voix très différente de celle que l'on entend tout le temps. On peut avoir des craintes parce que la mairie, c'est quelque chose d'important. La mairie parle encore. L'hôtel de ville parle encore à la population. Je ne sais pas si dans un futur siège social, ou comment on peut l'appeler, un palais, un château, tout ce que vous voulez, parce que comme on est dans une féodalité, il faut un château. 30 millions d'euros, je veux bien qu'on change les locaux, je veux bien qu'on aille autre part. 30 millions d'euros, ça fait un petit peu beaucoup. Et encore une fois, c'est une question de symbole. Est-il décent d'avoir un projet à hauteur de 30 millions d'euros pour accueillir une masse effectivement de personnel? C'est quand même assez étrange, surtout en ce moment, surtout en période de crise où, je le répète, les Rouennais ont besoin de signal fort. Donc nous serons à la communauté d'agglomération, avec mes partenaires, particulièrement vigilants effectivement aux dépenses orchestrées dans ces métropoles. Je rappelle quand même 43 vice-présidents, Monsieur Robert, 43 vice-présidents à près de 1800 euros net par mois, dont 5 pour les transports. La terre entière en a parlé. Voilà comment on a parlé de Rouen cette année sur des émissions à la télévision pour dénoncer la gabegie de la métropole. Alors maintenant, il y a 36 000 communes en France. Rien qu'en France, il y en a pratiquement autant que dans la partie occidentale de l'Europe à l'heure actuelle. Et puis, il y a un chiffre qui était quand même un petit peu surprenant pour ces élections municipales dans la région. Il y a 100 communes où il n'y avait qu'une liste. Et à 3 semaines du premier tour des élections, dans certains cas, on a même cru que ça serait très difficile de n'avoir que ne serait-ce qu'une liste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les plateaux nord, c'est pas très loin de Rouen, on parle d'une piscine, alors qui divise ou qui rassemble, parce qu'on se dit finalement, peut-être qu'on n'est pas obligé d'avoir dans chaque commune une piscine, et peut-être qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Donc, vous ne croyez pas qu'une synergie au niveau des moyens, d'une manière générale, et à l'échelle d'une agglomération comme celle de Rouen, alors c'est pas faire injure à Rouen de dire que c'est pas une ville immense, contrairement par exemple à Bordeaux, à Lyon ou à Lille, de mettre des moyens en commun pour pouvoir fonctionner de façon plus structurée. Au Front National, nous ne sommes pas contre l'intercommunalité, bien au contraire, mais il faut que le maire conserve une part de ses prérogatives et une part de sa souveraineté. Il est absolument dramatique que des petits villages, effectivement, ne puissent plus trouver effectivement quelqu'un qui s'engage en politique. Ah, grand projet, comme ça on va en profiter. Ah il n'y a pas de maire, il n'y a pas de candidat, on va vous regrouper. Voilà, on va vous regrouper, on va vous faire une belle piscine à 30 km. Bon, l'intercommunauté, oui, d'accord. Par contre, un transfert de souveraineté dans un cadre métropolitain comme celui qui est projeté par les gouvernements successifs, c'est pas possible. Un transfert de souveraineté de la France en direction de l'Union européenne, ce n'est pas possible. Les Français ont besoin de proximité, les Français ont besoin de retrouver leur souveraineté à travers la nation, à travers la commune. C'est aussi défendre l'identité de la France, et c'est au Front National qu'on le fait. Jean-François Burr, vous êtes d'accord avec la métropole ou vous rejoignez un peu Ça dépend du contour, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, je ne suis pas opposé pour effectivement faire un certain nombre d'économies et de fonctionnement, mais maintenant il faut que ce contour soit à la fois très clair et surtout que ce ne soit pas un abandon de souveraineté totale, comme ça peut le laisser penser sur Rouen. Est-ce qu'il faudrait que le maire de la ville-centre
soit le président de la métropole? Oui, absolument. Moi, je trouve que le projet Balladur avait du sens. C'est vrai que si l'agglomération de Rouen rayonne, c'est parce qu'au centre, il y a Rouen, c'est la ville qui a 2000 ans d'histoire, c'est la ville qui capte 3 millions de touristes par an. Donc je pense qu'il faut qu'on retrouve cette place de locomotive, puisqu'on a vraiment l'impression ces dernières années que Rouen s'est dissous dans son agglomération. Et le débat sur le nom est en soi symptomatique. Alors quel nom vous avez une idée? Parce que Créa, Je vais c'est être vrai que extraordinairement- vu de Paris, de Londres ou de Brest, je ne sais pas si c'est très parlant. Mais comment il faudrait appeler cette Ouais, agglomération? j'ai une petite idée. Rouen Métropole, par exemple, ce serait pas forcément idiot. Et c'est Relativement simple en plus. Rouen Normandie Métropole, peut-être, mais il faut que le nom de Rouen que cet hiver on ait pu envisager un instant d'appeler cette future métropole Créa prouve vraiment qu'on est dans une dimension totalement déconnectée des réalités et dogmatique et comment dirais-je presque sectaire par rapport à la place de Rouen. Et à l'époque, effectivement, le maire de Rouen n'a pas défendu tout de suite, immédiatement. Il aurait dû monter au créneau. Et il a fallu qu'on lui demande d'intervenir en conseil municipal pour qu'il se positionne très clairement. Et c'est vraiment dommage. Et c'est ce qu'on attend demain du maire de Rouen sur ce genre de dossier. Celui-là est très symbolique, bien évidemment. C'est que immédiatement, ils prennent la population, les Rouennaises et les Rouennais, à témoin pour dire c'est pas acceptable. Voilà. Et je pense que ça permettra non pas d'être en conflit permanent avec la métropole, c'est pas du tout en ce qui me concerne ce que je souhaite. Je ne souhaite pas monter des projets seul dans mon coin. Je souhaite que ce soit évidemment en bonne intelligence, mais je pense que parfois, il faut être en capacité vraiment d'avoir la fermeté qui manque cruellement aujourd'hui. Juste un mot sur le nom de la métropole. Oui. Attendez, vous allez Ça pouvoir intéresse nous- vraiment les Rouennais. C'est Allez-y, vrai que allez-y. chômage, insécurité, baisse du pouvoir d'achat, voilà, on discute pendant plusieurs minutes sur le nom de la métropole. Bon, métropole, et puis voilà, c'est tout. Et puis on passe à côté. Voilà. Très bien. Mais- Alors, il nous reste... Attendez. Mais Rouen Yvon Métropole, Robert. c'est très bien, il n'y a pas de sujet. Le sujet important, Si, c'est un précisément sujet. le rôle de la métropole. Et le rôle de la métropole, c'est notamment le développement économique et l'attractivité. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se fait actuellement. La métropole, c'est elle qui est en charge de l'aménagement de zones économiques pour attirer des emplois. C'est ce que nous faisons actuellement. Et alors, en même temps, je veux juste rappeler deux réalités. Un, que ce sont les maires, l'ensemble des maires, qui font fonctionner la métropole. La métropole, c'est pas d'autres élus. Ce sont les élus municipaux rassemblés qui, ensemble, dirigent, organisent, font vivre la métropole. Et que bien entendu, l'ensemble des élus de Rouen, ils tiennent toute leur place et tout leur rôle dans cela. Et ils défendent, car comme on le voit, l'essentiel, conformément d'ailleurs à ce que représente Rouen, l'essentiel des choses qui se réalisent et se construisent en matière d'attractivité se font sur Rouen. Alors, un dernier mot, Alors, juste oui. Vous allez conclure, vous allez avoir le une minute. regroupement des services de l'agglomération, c'est la construction d'un hangar pour supprimer des locations. Et au lieu de payer des locations, on paye un remboursement d'emprunt. Et M. Penel parlait de gestion de bon père de famille. J'ai le sentiment, personnellement, que construire et rembourser un emprunt, je veux dire, sur 20 ans, et ensuite avoir la propriété, c'est infiniment mieux que de payer des loyers qui augmentent en permanence. C'est ce que M. Penel ne dit jamais. Bien, À il 30 reste- millions, c'est beaucoup quand Il même. nous reste 3 C'est minutes. 25 millions en retard. Vous avez 1 minute chacun pour conclure. On commence donc par vous, Yvon Robert. Qu'est-ce que vous allez dire pour l'Amérique dimanche et pas pour la métropole encore? Écoutez, nous avons bâti un programme, nous nous sommes rassemblés avec Jean-Michel Bérégovoy, avec Valérie Fournéron et toute l'équipe qui anime Rouen, c'est notre force. Et nous portons le projet dont Rouen a besoin pour la solidarité, pour la proximité, pour le cadre de vie, l'écoute de tous et le projet qui prépare l'avenir. Et le projet de Rouen, il faut qu'il soit en harmonie avec la métropole, ce qui est indispensable. Moi, je ne veux pas, comme François Bure a commencé à le dire, je ne veux pas d'une ville qui soit en conflit avec la métropole. Je veux d'une ville qui porte, qui tire, qui entraîne la métropole, comme nous l'avons fait pendant ces 6 dernières années. Et grâce à cela, je veux dire, Rouen ne s'est jamais autant développé. Merci.
Si vous voulez une véritable opposition municipale, il faut clairement voter Front National. J'invite tous ceux qui nous ont apporté leur soutien dimanche dernier à le refaire de nouveau. J'invite tous ceux qui ont voté pour Marine Le Pen aux élections présidentielles à aller voter. C'est important. Des élus Front National, ça changera la donne au conseil municipal, ça changera la donne à Rouen Métropole. Il n'y a rien de plus qui ressemble à une mairie UMP qu'une mairie PS. Une véritable opposition avec le Front National et à la proportionnelle. Vous aurez des élus. Allez voter. C'est une élection, une des rares élections qui se déroule à la proportionnelle. Quand on va voter pour le Front National, on a envie d'avoir des élus Front National. Quand on va voter Front National, on aura des élus Front National qui les défendront réellement au sein de cette caisse de résonance que doit être le conseil municipal à Rouen. Guillaume Penel, merci. Jean-François Bure pour conclure. Oui, donc au-delà des sujets majeurs des Rouennais autour de la sécurité, du transport, on en a parlé tout à l'heure, et d'autres, je pense qu'il y a besoin vraiment que les Rouennais retrouvent leur fierté. C'est un sujet qui les touche directement, alors dans le positionnement de Rouen dans sa métropole, mais aussi qu'il y ait une attractivité qui manque réellement aujourd'hui. L'exemple type, c'est qu'on n'entend pas parler d'élections municipales de Rouen en ce moment. C'est vrai les Rouennais ont besoin vraiment de sentir à la fois un maire proche, accessible, qui n'a pas raison contre tous. Et je pense que c'est certainement le contexte actuel de crise qui met ça vraiment au cœur de cette élection pour le second tour. Et j'invite vraiment les Rouennaises et les Rouennais qui veulent un changement de voter utile parce que ce renouveau est possible. Merci Jean-François Bure, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dimanche soir pour le verdict, à partir de 20h bien sûr sur notre site internet et 20h15 sur notre chaîne France 3 Haute-Normandie. Bonne soirée, bonne nuit pour d'autres.